Alors Marc, je suis très content de t'accueillir pour la deuxième fois dans les locaux de la Maison d'Histoire et de Mémoire d'Ongles, et qui est ce petit musée unique en France et qui est consacré aux souvenirs du très douloureux exil qu'ont connu une partie des familles de supplétifs de l'armée en Algérie au moment des accords d'Évian et de l'indépendance de l'Algérie. Alors je t'accueille ici parce que tout jeune, tu as vécu une partie de ton adolescence au centre éducatif et de préformation professionnelle qui, sur la colline qui est dans ton dos, a succédé au hameau de forestage où des familles de harkis avaient vécu pendant 2 ans et demi. Et toi, tu es un enfant qui a vécu, un adolescent, qui a vécu 2 années de sa scolarité dans ce centre éducatif qui a succédé aux familles qui, elles, étaient parties à Cannes. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'itinéraire de ta famille d'abord et ton itinéraire personnel ensuite, qui t'ont amené à Ongles? Avec plaisir. Pour présenter un peu ma famille, mon itinéraire, je suis issu d'une famille chaoui, des Aurès, montagne d'Algérie. Et comme beaucoup de familles harkis, mon père déjà était un ancien combattant 39-45, puis pendant la guerre d'Algérie était harki. Le parcours que nous avons eu, en fin de compte de l'Algérie jusqu'à la France, après le cessez-le-feu en 1962, nous a fait amener à Rivesaltes, où nous sommes restés 18 mois. Nous avons fait le village numéro 10, puis le village numéro 8. Est-ce que je peux savoir, Marc, Oui. à quelle date vous avez quitté l'Algérie? Est-ce que vous êtes parti avant le référendum ou après? Non, après, c'est en 1960, fin 62, octobre 62. Oui. Et dans quelles circonstances avez-vous pu partir? c'était des circonstances très douloureuses parce que, j'allais dire, mes parents, ils ont été venus pour les tuer et mon père a réussi avec mon grand frère à se sauver. Et nous sommes restés derrière la famille, quoi. Et on est passé par les camps militaires de ce qu'on appelle les salines du côté de Annaba, Bonn anciennement. Et on est resté 8 mois là-bas dans les camps de réfugiés. Et de là, des camps qui étaient gardés par l'armée française. Par l'armée française, c'était ce qu'on appelait les bataillons rouges, les fameux armées de terre là, les Diables rouges, voilà, je cherchais le nom. Et ils étaient basés justement aux Salines. Et on est resté 8 mois là dans ce camp. Et puis de là, on nous a rapatriés. Et là, c'était quelque chose qui m'a marqué en tant que gosse, hein, puisque pendant 8 mois, on voyait la mer en face, les vagues. Et tous les jours, on avait les Algériens qui nous jetaient des bouteilles, ils nous insultaient à travers le grillage. Et on est resté là pendant un certain temps. Et puis de là, on nous a embarqués dans des camions. C'était des camions militaires, genre Simca, c'était les Simca, les Dodge américains. Et fermés, c'est pareil, on n'avait pas le droit de parler, rien du tout. C'était à peu près un convoi de 100 camions avec des espaces. Il y avait un half-track, une Jeep avec un officier en tête, des militaires en armes, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée au port de Annaba. Et là, c'est pareil, toujours pas faire de bruit, rien, parce que sinon, si l'armée algérienne aurait su qu'on était dans les camions, ils auraient pu faire arrêter les camions et nous faire descendre. Et là, on s'imagine le sort qu'on aurait eu. Et on est monté dans le bateau et on est arrivé à Marseille. Et je me souviens, c'est pareil, à l'arrivée à Marseille, c'est qu'en débarquant du bateau, on voit des panneaux des communistes français où il y avait marqué sur leurs panneaux « Jetez ces traîtres à la mer ». Voilà comme nous avons été accueillis sur le port de Marseille. De là, la Croix-Rouge nous a récupérés, nous a offert à boire, habillés, parce qu'on n'avait rien, c'est pareil. Ils nous ont donné quelques habits. Et de là, toujours pareil, nous n'avions pas droit aux cars, ni les bus. Nous, c'est toujours des camions militaires. Et on nous a amenés à la gare Saint-Charles à Marseille.
Et à la gare Saint-Charles, à Marseille, on nous a embarqués dans les wagons. C'était encore les trains à vapeur, que tu as dû connaître, Thierry. Toujours ces trains où ça sentait, quand tu montais dans les wagons, ça sentait le charbon. C'était quelque chose de... Et puis ce sifflement qui était, très aigu. Et départ pour Rivesaltes. Arrivé toute la nuit, arrivé à Perpignan. Et c'est là que toutes les familles qui étaient de Harki, qui étaient dans le train, commençaient à se poser des questions où ils allaient, quoi. Et quand on arrive à Perpignan, il y avait un contrôleur qui nous a annoncé que bientôt on arriverait à Rivesaltes. La destination, c'était Rivesaltes. Et quand on est arrivé à Rivesaltes, on nous a fait descendre. Et devant la gare, la petite gare de Rivesaltes, de chaque côté, il y avait les camions militaires qui attendaient. On nous embarque dans les camions. Et là, c'est pareil, un souvenir qui me reste toujours, c'est qu'il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas monter dans les camions. Et les camions, ils étaient tellement hauts qu'il fallait les aider pour les monter. Et toujours pareil, les camions étaient bâchés. Et à peu près une dizaine de kilomètres, on arrive à Rivesaltes, au camp Joffre, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait. Et on arrive devant le village 10. Et là, c'était un capharnaüm. Il fallait voir les toiles de tente, les barnums de toiles de tente, des toiles de tente et des bâtiments. Avec les miradors, les militaires qui étaient au-dessus. Et il fallait, le premier camion s'arrête, contrôle, et petit à petit, on nous laissait rentrer les camions. Et de là, on commençait à attribuer par famille des toiles de tente, puisque les bâtiments étaient tous pris. On nous a attribué des toiles de tente. Et on est resté dans ces toiles de tente pratiquement pendant 6 mois, sous la toile de tente. Une fois que certaines familles sont parties, parce que tous les jours, il y avait un arrivage et tous les jours, il y avait un départ. Et après, on a pu avoir justement un bâtiment. Et ces bâtiments, c'était vraiment quelque chose de vraiment triste. C'était quelque chose d'horrible. Où il y avait les réfugiés à l'époque, les Espagnols. Et puis après, il y a eu les Juifs qui devaient partir pour les envoyer à Auschwitz. Et il y avait des écritures, des fois des écritures avec du sang, des gens qui sont passés là. Et pour nous séparer des familles, parce que c'était un bâtiment, on mettait 4 familles dedans. On mettait des couvertures pour séparer les familles. On avait un poêle à bois charbon, pour se chauffer. Et il n'y avait pas de douche. Les toilettes, les WC, c'était dehors. Et tous les jours, pratiquement, pour se laver, il fallait chauffer l'eau dans des bassines pour pouvoir faire sa toilette. Les WC qui étaient les WC à la turque étaient à l'extérieur et toutes les semaines, parce que les harkis qui étaient au camp, à Rivesaltes, étaient de corvée. Tous les jours, c'était des corvées. Il fallait nettoyer le camp, il fallait se débarrasser. Et toutes les semaines, les harkis, c'était par tour, ils allaient vider justement les tonneaux d'excréments qui servaient pour justement les vignes. Ça servait de lisier pour les vignes à côté. Et on est resté là pendant pratiquement 1 an, au village 10, et après, on est parti au village numéro 8, et on est resté 8 mois. Et de là... Toujours à l'intérieur du camp de Rivesaltes. Toujours à l'intérieur du camp de Rivesaltes. Pour votre information, le camp de Rivesaltes s'étend sur 4 communes, 700 hectares. C'est énorme j'allais dire, comme décor. Et en face, on a le Canigou. Et quand l'hiver, en automne, le Canigou, la neige, c'était la tramontane qui soufflait, on était glacés. C'était quelque chose d'horrible, le froid. On souffrait du froid, mais c'était quelque chose d'horrible. Et c'est pareil pour les repas, c'était l'armée qui fournissait, qui nous apportait, distribuait la nourriture. Des fois, ils distribuaient de la nourriture qu'il fallait préparer, des fois, c'était de la nourriture toute prête, mais c'était tous les jours comme ça. Et ensuite, quand on est resté 8 mois dans le camp numéro 8, là, on nous a prévenu comme quoi que le hameau forestier en Bourgogne, d'Issurty,
pouvait accueillir des familles. Et les familles qui partaient pour Is-sur-Tille, c'était spécial parce qu'on les choisissait. Tu m'as expliqué tout à l'heure que c'est une ville. Voilà, attendez, voilà, Is-sur-Tille. En Côte d'Or. Voilà, et c'était, voilà, et cette petite ville qui est magnifique, hein, franchement, c'est une ville charmante. Hein. Et la Bourgogne, puisqu'on est en Côte d'Or, quand le camp se trouvait sur le plateau de Langres. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le plateau de Langres. C'est vraiment l'endroit pratiquement le plus froid de France. Et on avait l'Est de France, il y avait 3 camps de harkis. Il y avait Bennay-les-Juifs, Vanvé et Is-sur-Tille. Et nous, on était le plus à l'Est. Et la nuit, il fallait laisser couler un filet d'eau pour pas que ça gèle l'hiver. Sinon, le matin, on n'avait pas d'eau. Les WC étaient dehors des baraques. Alors, il fallait sortir pour aller, pour aller au WC. Et c'est pareil, le camp, c'était à peu près 24 familles comme partout ailleurs. On avait un chef de camp et une espèce d'assistante sociale qui était là pour comment dire, apprendre aux femmes à coudre, à cuisiner, à faire le nécessaire pour les enfants. Oui, oui. Voilà. À côté de nous, il y a un panneau ici avec les instructions qui étaient données à ces monitrices de formation sociale, qui étaient des dames qui étaient affectées à chaque groupe de 25 familles pour conseiller les jeunes Algériennes dans leur découverte de cette nouvelle vie. Là, à Is-sur-Tille, c'était une dame qui s'appelait Mademoiselle Desnoyers. La plupart du temps, c'est des femmes célibataires. Elles n'étaient pas... Et on avait un chef de camp qui s'appelait Monsieur Tan. Pour rentrer au camp, il fallait justement, si maintenant vous voulez venir voir votre frère ou votre oncle ou quelqu'un de la famille, il fallait passer par le chef de camp, présenter votre pièce d'identité, et c'était lui qui vous délivrait un laissez-passer. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer pour voir même votre frère, votre famille, vous ne pouvez pas. Et on est resté pendant 3 ans et demi là, puisque mon père, il travaillait dans les eaux et forêts, la forêt domaniale de la Bonnière, c'est une grande forêt qui est juste ce qu'on appelle la forêt d'Is-sur-Tille. Et mon père, à un moment, il a dit non, moi je ne reste pas ici, je ne sais pas pourquoi, je vais descendre dans le sud. Et ça lui a pris, il est parti, il a démissionné. Et quand on démissionne des eaux et forêts, on est obligé de quitter les baraques. C'était ça, parce qu'à l'époque, il y avait du travail à Is-sur-Tille. L'usine Ami, il y avait pas mal de choses. Seb, il y avait à Slanger, il y avait l'usine Seb qui embauchait. Mais si le harki quittait les eaux et forêts pour aller travailler à l'usine, systématiquement, il est obligé de partir des baraques. Et quand on a 10 gosses, 6 gosses, 8 gosses, où voulez-vous trouver un logement? Alors ça fait que la plupart est resté travailler dans la forêt. Et de là, on est parti, on est venu à Manosque, pas loin d'ici. Et c'est pareil, mon père qui avait déjà pratiquement 56 ans, cherchait du travail, mais à cet âge-là, c'était très difficile, il ne pouvait pas trouver de travail. On est resté à Manosque pendant 3 mois, et de là, on est reparti à Sisteron. Et à Sisteron, c'est pareil, ils ne pouvaient pas disposer de baraquement, ils ne pouvaient pas avoir dans le hameau forestier de Sisteron, il n'avait pas le dos. On ne pouvait pas avoir de logement. Et il a été obligé de louer une maison à Sisteron, à la rue Sonnery, là, et on est resté pendant 8 mois à Sisteron. Et suite à ça, il y avait une baraque qui s'est libérée au camp de Saint-André-les-Alpes, au hameau de Saint-André-les-Alpes, et on est parti à Saint-André-les-Alpes. Et là, on est resté pratiquement 7 ans. Et mon père a pris sa retraite. Là, il est parti à la retraite. Et de là, après, on est parti dans la Drôme, où il avait acheté une petite maison à côté de Valence. Et il est mort dans la Drôme. Voilà. Oui, merci beaucoup pour tous ces souvenirs. Voilà un véritable itinéraire. En fait, tu as oublié de préciser que tu étais né en 1954. Voilà, 1954. Et donc, en 1962, tu avais déjà un âge où tu observais très bien. J'avais 8 ans et demi quand je suis arrivé en France. Tout ce qui se passait. Voilà. Oui, oui, oui.